Bonjour à tous ceux et toutes celles qui suivent cette foire aux questions pour le mois d'août 2018. Ici, ça va être la troisième et dernière partie des réponses à vos nombreuses questions reçues sur mon groupe Facebook et je vous en remercie énormément pour tous les participants. Donc, nous continuons par rapport à la liste des petites questions de la part de Aurélie qui pose la question suivante. J'aimerais avoir votre avis concernant les implants éthériques, mythe ou réalité, est-ce possible que notre évolution soit bloquée par ces implants? Alors, tout ce qui est de l'ordre de l'implant, c'est un sujet qui a déjà été abordé sur mon groupe, mais il y a très très longtemps, sur lequel j'avoue ne pas être à l'aise parce que ce sont des concepts qui, pour moi, malheureusement, s'apparentent pour beaucoup au New Age et qui sont assez limitants pour la peine et aussi qui viennent déresponsabiliser les gens par rapport à leur propre vécu, leur propre parcours. C'est-à-dire que le terme implant, pour moi, hein, ça c'est la façon dont je comprends ce terme, c'est un peu comme si c'était quelque chose d'extérieur à vous-même qui vous était imposé et qui vous limite après dans votre progression ou qui vient vous poser problème. Dans l'absolu pour moi, on répond tous, chacun et chacune, de nos actes, de leurs effets, de leurs conséquences, de nos relations humaines, du plan affectif, de nos choix. Donc, quand je pars dans ce principe que tout n'est issu, n'est la conséquence que de nos actes et de nos propres décisions, pour moi, le terme d'implant qui se réfère à quelque chose de totalement extérieur n'est pas envisageable. Donc c'est pour ça, j'avais à l'époque, mais ça date, hein, ce sujet date vraiment d'il y a un petit bout de temps, je crois même que ça fait un an ou quelque chose comme ça, et à l'époque, j'avais un petit peu rué dans les brancards en disant, je suis assez spécialiste du truc, ça c'est du New Age, c'est pas bien. Même si dans le New Age, il y a des belles choses, hein. Mais quand même, j'ai du mal avec, j'en fais part assez souvent. Et ceux avec qui ça ne passe pas et que ça ne plaît pas, bah c'est la même, comme dirait Maître Gims, donc c'est la même. Donc, je préfère un regard par rapport à ce qui bloque, ce qui vient freiner, ce qui est problématique. Je préfère un regard plus lié à l'introspection, au regard de ce que l'on a vécu soi-même, au regard de ce que l'on vit et comment on vit avec les autres. C'est bien plus là le problème, la thématique, et la psychanalyse, par exemple, aide beaucoup en cela. Après, vous avez des thérapeutes énergéticiens, des médiums, des voyants, qui peuvent contribuer à cette thérapie par d'autres biais, par d'autres moyens. Je travaille moi-même, puisque je fais des vies antérieures, puisque je fais de la voyance, de la guidance spirituelle. Je ne me déclare pas thérapeute parce que je n'ai pas fait des études de psychanalyse, mais à la longue et par la force de pratiquer, on y vient quand même un petit peu à, à essayer de comprendre un peu les rouages, les mécaniques des gens. Et je suis plus dans l'idée que les choses viennent encombrer les gens, mais elles les portent, ces personnes les portent déjà en elles-mêmes. C'est pas quelque chose d'extérieur. Après, quand on se place du point de vue du monde spirituel, c'est-à-dire les défunts, les entités, est-ce que les défunts et les entités viennent implanter des choses basses, problématiques euh, en nous? Là-dessus, moi je dis non. Je dis non. C'est même une affirmation de ma part. Je dis non, absolument pas. Par contre, oui, une entité, un défunt problématique, peut stimuler et amplifier votre propre état d'esprit, votre propre personnalité, la propre façon dont vous vous voyez vous-même en relation avec les autres ou la manière dont vous voyez les autres vis-à-vis de vous aussi. Mais on part d'une base qui est déjà inhérente à vous-même, c'est-à-dire que c'est intimement lié à vous et à votre histoire, par le biais aussi, je ne l'exclus pas, des vies antérieures, puisque ça, j'y travaille depuis 20 ans maintenant, et je le retrouve, et c'est prouvé et c'est attesté, quoi. Ça a été testé et approuvé depuis longue date. Donc pour moi, j'ai pas besoin qu'on me dise, est-ce que c'est vrai que les vies antérieures ont un impact sur nos vies? Pour moi, c'est une évidence absolue.
Mais l'idée de implant, dans le sens, c'est quelque chose de tout à fait extérieur qu'on a greffé sur vous et qui vous pollue, on va vous l'enlever. Non, non. Là, je dis clairement non. C'est quelque chose avec lequel j'ai du mal. Alors peut-être que je comprends mal le terme implant, auquel cas je m'en excuse. Et si des personnes ont des liens ou des lectures qui sont pas New Age et qui sont bien fondées par rapport au terme implant, n'hésitez pas à passer l'info en disant, ben voilà, moi j'ai quelque chose de clair et de bien sensé sur le sujet, lisez-le, ça peut être utile. Mais malheureusement, de par ce que j'ai pu voir sur mon propre groupe et sur d'autres, malheureusement, le terme implant est vraiment désigné comme ça, dans l'idée que on vous a pourri la vie parce qu'on vous a placé des choses en vous. Et avec moi, ça, c'est un concept que je n'assimile pas, que je n'intègre pas du tout. Tout est lié, on va dire, aux causes et conséquences, aux effets, à l'interaction entre les personnes, à son histoire personnelle, à son vécu, à ses émotions, à sa personnalité, à une vie antérieure. Et toutes ces choses-là sont autant de bagages qu'il faut apprendre à délester ou justement à trier peut-être aussi, hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus se débarrasser de tout. Il y a des choses qui sont lourdes à vivre et qui pourtant sont formatrices pour les gens et qui peuvent contribuer à leur progression, alors même que de premier abord, ça vient comme quelque chose de pesant et de limitant. Mais au final, les épreuves sont formatrices, toujours, toujours, toujours. Quoi qu'on en dise, ça c'est mon propre vécu qui me l'a appris, c'est mon travail avec les gens qui me l'a appris aussi. Ce sont les gens aussi qui me le rapportent, donc je me dis on peut pas se tromper quoi. Donc au bout d'un moment, quand on a tout ce monde qui dit bah écoutez, on apprend, on est toujours en apprentissage, on y est, c'est ça. Donc n'allez pas chercher vous dédouaner de vos responsabilités ou penser que voilà bah c'est la vie qui bah oui c'est la vie qui, mais en même temps il y a des choses à apprendre de ça. Donc ce n'est pas quelque chose de d'éthérique, on va dire. C'est pas quelque chose qui vous tombe là aussi par pur hasard ou pour vous polluer la vie ou pour mettre des bâtons dans les roues. Alors Sandra, est-ce qu'un défunt cher à notre cœur peut nous envoyer de l'énergie positive, d'amour, de sérénité de là-haut? Bah oui, assurément, assurément. Même un défunt avec lequel vous n'étiez pas raccord, qui a fait son bilan de l'autre côté et qui vous veut du bien, même si vous avez eu vraiment des histoires avec ou quoi, cette personne a fait son parcours de l'autre côté en se disant oh là là, mais j'ai pas été facile hein, de mon vivant. Eh ben, tout compte fait, je viens auprès de toi pour t'aider, pour t'épauler, un petit peu comme s'il venait un peu s'amender de son attitude ici-bas. Ça existe aussi. Alors, alors, il peut nous aider à avancer sur un chemin de deuil, oui, tout à fait. Alors, comment le fait-il? Pourquoi est-ce qu'il le fait? Comment le fait-il? Il le fait par amour, parce que le terme amour de l'autre côté a une puissance juste phénoménale et qui n'a rien de compréhensible sur le plan humain. L'amour en astral et l'amour terrestre sont deux mondes totalement dissociés. C'est exactement, c'est pas comparable, voilà, tout simplement. C'est-à-dire que voilà, donc ils le font dans un désintéressement total et dans une bienveillance totale. Donc du coup, ils cherchent pas quel est leur intérêt à vous aider, à vous épauler, à vous soutenir, à vous encourager à aller de l'avant. Ils le font parce qu'ils vous aiment. Point barre. Et c'est un sentiment, on va dire, qui vous transporte, qui vous émeut, qui vous bouleverse. C'est comme une bouffée d'oxygène, mais à la puissance 1000, quoi. Quelque chose qui vous, ouais, ça vous aide à vous relever. Énormément. Euh, je reviens sur une question qui avait été posée aussi en MP, donc je n'oublie pas cette personne, j'en profite ici. Alors, est-ce que les défunts lisent dans nos pensées H24 sans qu'on cherche à communiquer avec eux? Et comment le font-ils? Donc là, c'est une question qu'elle m'avait posée Laura en MP. Donc, pour Laura en MP, alors, disons qu'ils ont la politesse de ne pas s'insinuer, s'immiscer dans nos pensées. Mais
ils en ont connaissance tout le temps. Donc c'est là aussi une nuance, c'est-à-dire ils sont pas impolis, hein, ils sont pas intrusifs, mais la moindre intention qu'on leur envoie leur parvient. Ils ont une lecture qui est globale de nouveau, hein. On est vraiment dans cette idée. C'est comme si en fait ils captaient toutes les ondes de nos pensées, ça leur parvient. Après, ils restent et ils ont l'obligation même de rester parfaitement neutres par rapport à ce qui est donné, parce que sinon tout le monde serait hanté constamment, parce que pour des raisons diverses quoi. Donc voilà, les défunts ont un recul et une neutralité vis-à-vis du plan terrestre qui est beaucoup plus sain que nous vis-à-vis d'eux. C'est-à-dire que nous, on a besoin d'être liés à eux de l'autre côté, ce qui est tout à fait normal, tandis que eux, ils ont un attachement, mais c'est pas un lien pour autant. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dépendants de nos états émotionnels, ils ne sont pas dépendants de nos pensées, même si tout cela, ils le reçoivent. Donc ça peut parfois un petit peu les interpeller, les émouvoir, mais dans un sens qui n'est pas humain. Je peux pas l'expliquer, c'est différent. C'est un peu comme un... Alors c'est même pas de l'empathie parce qu'ils ont une neutralité, donc ils prennent du recul suffisamment. Ils peuvent être, et voilà, le mot interpellé me semble plus juste, c'est-à-dire qu'ils peuvent être interpellés par nos pensées, ils peuvent les capter et tout, mais en même temps ils n'ont pas le droit d'être émus par ce qu'ils perçoivent, ni d'être retenus par ça. Voilà, c'est quelque chose avec la progression du défunt en astral, nécessairement d'apprendre de la distance avec ça et avoir un regard beaucoup plus neutre. Mais la neutralité n'empêche en rien la bienveillance ou la malveillance aussi avec les défunts complexes. Voilà, c'est quelque chose qui est assez particulier. Euh, et si je reprends, alors est-ce qu'ils lisent tout le temps? Euh, la connexion existe, mais après ils ne sont pas intrusifs, c'est-à-dire que comment dire, c'est pour donner une image concrète à cette question et à ma réponse, c'est exactement comme si vous vous placiez dans un centre-ville et forcément vous allez entendre tout le monde qui parle autour de vous. Mais vous n'êtes pas tenu de prêter oreille à la conversation qui est à côté de vous, ou de participer à la conversation qui se tient à côté de vous. C'est comme ça dans l'au-delà, c'est-à-dire que le défunt, il est immergé dans la masse, il a conscience et connaissance de tout, mais ce n'est pas pour autant qu'il va y participer, l'influencer, donner son avis, interagir avec ça. Il a une masse, il est brassé par cette masse, et par moments, oui, ça l'impacte parce qu'il a quelque chose qui l'a interpellé. Mais sinon, oui. Voilà. C'est particulier comme question et la réponse est d'autant plus particulière, mais c'est ainsi que ça fonctionne. Marcy. Bonjour, ma question, comment développer mes ressentis et intuitions dans le sommeil? J'ai le sentiment que des enseignements me sont apportés ainsi que des informations qui me traversent. Ces informations peuvent se vérifier a posteriori. Alors, parfois c'est même plus intense qu'à d'autres périodes, et puis parfois il se passe plus rien. Pourquoi? Comment développer ça au mieux? Alors, ça c'est une question aussi qui a été auquel s'est joint Cyr. En même temps, je vous dirais merci et tout ça. J'ai fait une vidéo sur le voyage astral, la sortie astrale, la projection astrale. Ce sont trois termes différents. Et s'il y a trois termes différents, ce n'est pas pour rien, tout simplement. C'est qu'il y a une explication là aussi. Je vous invite fortement à regarder cette vidéo sur le voyage astral et vous allez voir que cette vidéo va répondre entièrement et pleinement à la question que vous vous posez par rapport justement au voyage en astral durant le sommeil. Ça va y répondre. Donc je vous invite à la suivre. Et c'est un thème aussi que j'aborde dans mon livre qui s'appelle La médiumnité et vous, que vous retrouverez sur le site amazon.fr. Tout simplement parce que moi-même, donc personnellement concernée, toute ma formation s'est faite en astral. Ensuite, une question de Cyr par rapport à le grimoire d'Armadel, les sceaux de protection, les talismans. Est-ce que nous invoquons réellement des anges, des archanges par l'intermédiaire de ces sceaux, ou alors des entités du bas astral? Des sceaux pour invoquer des anges déchus, portés de lumière, et ainsi de suite.
Alors moi je dirais, alors dans l'absolu, hein, euh, le groupe en lui-même n'a pas vocation de traiter de la magie ou des invocations par rapport à des entités. C'est une chose que je ne recommande pas parce que tout simplement on va toquer à une porte et on ne sait pas qui va venir. Également, si vous avez des rituels invocatoires pour invoquer telle présence, c'est-à-dire des anges déchus en l'occurrence, ce qu'on peut appeler des démons, ou alors des entités un peu plus controversées, qui sont peut-être pas très pures dans leurs intentions. Euh, alors, ce que je sais au niveau de la magie, c'est que l'on peut travailler avec des entités, quelles qu'elles soient, mais il y a toujours un tribut à payer, quel qu'il soit. C'est-à-dire que quoi que vous fassiez au niveau des rituels d'invocation par rapport à des entités, par rapport aux élémentaux et ainsi de suite, c'est-à-dire les énergies terrestres, nécessairement, c'est un échange de donnant-donnant. Je te rends ce service parce que toi, tu vas me donner quelque chose en échange. Il ne peut pas en être autrement dans le domaine de la magie, dans le domaine de l'invocation. Même au niveau du spiritisme, c'est la même chose. C'est-à-dire que dès lors que vous invoquez quelque chose, vous donnez une contrepartie ou attendez-vous à devoir quelque chose à cet au-delà, à cette entité, à cette énergie, on va dire, terrestre, comme les élémentaux et ainsi de suite. Donc tout ce qui est au niveau des talismans et tout, ça peut apporter une protection, ça peut avoir aussi une notion de contrôle sur quelque chose. Ça dépend à quoi, quelle est la finalité de l'utilisation de tel talisman plutôt qu'un autre, de tel rituel plutôt qu'un autre. Donc là, on touche beaucoup plus au domaine de la magie. Ce n'est pas le sujet de ce groupe. Et c'est quelque chose sur lequel moi, je ne suis pas à l'aise, puisqu'on me demande mon avis, puisque tout ce qui est de l'ordre de la notion de contrôle m'insupporte énormément. On maîtrise les choses, on ne les contrôle pas. Il y a une nuance dans cette terme. Pour moi, il y a une maîtrise, c'est-à-dire que l'on sait ce qu'on fait, pourquoi on le fait, comment on le fait, mais loin de vous l'idée de vous dire je vais contrôler telle entité, je vais travailler avec telle entité parce que cette entité, je lui demande, je lui ordonne, je fais une invocation dans ce sens pour qu'elle réponde à mes attentes. Bien sûr, l'entité va être très sympa, elle va répondre à votre attente, mais il y a toujours un donnant-donnant derrière. Donc la notion de contrôle, pour moi, c'est le gros warning, c'est attention, voilà, terminé. Donc je vous invite, Sire, à voir auprès de groupes qui traitent justement de ce grimoire d'Armadel, de voir auprès des groupes de magie, ainsi de suite, ou des rituels d'invocation, et de voir avec eux ce qu'ils en pensent. Ils seront peut-être beaucoup plus à même que je ne le suis, de vous faire des recommandations, des mises en garde, je l'espère. Si c'est un groupe sérieux, normalement, ils vous donneront des mises en garde, hein. Et en tout cas, un accompagnement beaucoup plus éclairé que ce que je pourrais vous apporter. À votre question, est-ce qu'on peut apprendre de nos ennemis? Ma réponse est oui, totalement, bien entendu. Ça, c'est clair. C'est-à-dire que c'est ce que j'expliquais plus haut. La moindre épreuve, adversité, complication est forcément formatrice. Dans un premier temps, ça peut être destructeur, mais on s'en relève. C'est un défi que l'on a de devoir s'en relever. On fait tout pour, en tout cas, on essaie. Et après, on apprend de ses erreurs. Donc, on apprend de ses ennemis, on apprend de ses erreurs. C'est formateur à plus ou moins long terme. En tout cas, juste pour ma part, après, je ne sais pas sur quel registre vous êtes en ce moment. Je vous dirais juste prudence. Et prenez bien l'avis de personnes qui sont expérimentées et pas débutantes en la matière et tenez compte de leurs conseils pour peu que ces personnes soient sensées et éclairées dans le travail qu'elles font. Alors, ici, alors pour Marcy, qui a une autre question, si nous subissons un parasitage énergétique, est-ce que celui-ci peut disparaître tout seul si nous élevons nos vibrations ou bien devons-nous obligatoirement passer par un soin énergétique? En fait, les deux questions sont intimement liées, c'est-à-dire que dès lors que vous faites un soin, vous allez élever votre taux vibratoire, puisque vous remettez au propre vos énergies. Donc le taux vibratoire va remonter.
Donc les questions sont intimement liées à la réponse. Par contre, ça c'est aussi une légende urbaine sur laquelle je voudrais revenir, qui fait aussi, j'allais dire, hurler dans les chaumières, comme j'ai l'habitude de dire, c'est-à-dire que là aussi il y a des personnes qui vont me dire, mais la pauvre dame, elle sait pas ce qu'elle raconte, elle dit que des bêtises. Le taux vibratoire l'élévation du taux vibratoire ne vous garantit en rien une sécurité par rapport à un parasitage. C'est-à-dire que quand bien même vous êtes très haut dans vos vibrations, très pur dans vos intentions, baigné d'amour, avec tout plein de rituels de protection et tout, ça n'empêche en rien le fait d'être exposé à un moment donné ou à un autre à un parasitage. Tout simplement parce que c'est un petit peu, on va dire, l'effet papillon avec la lumière durant la nuit. Si vous êtes très lumineux, très élevé, forcément vous allez attirer des énergies plus basses, en particulier des défunts, qui sont mal, qui sont paumés, qui sont en demande d'aide, et qui vont venir voir le médium ou la personne qui vibre le plus haut, parce que cette personne est potentiellement susceptible de les aider. Donc du coup, vous pouvez très bien vous retrouver avec un parasitage, c'est-à-dire une présence d'un défunt à vos côtés, parce que vous êtes un être lumineux, un être bienveillant, un être bien intentionné. Et à côté de ça, il y a un défunt qui dit, voilà, mais moi j'ai besoin d'aide, je m'accroche à toi un petit peu comme un naufragé à un radeau, et j'attends que tu m'aides. Et tant que tu comprends pas que j'attends que tu m'aides, je reste à tes côtés. C'est de là aussi que viennent certains phénomènes de hantise. Donc là, pareil, je vous renvoie sur les vidéos qui traitent des hantises et les vidéos qui traitent des passeurs d'âme. Donc le fait d'avoir des taux vibratoires qui explosent les scores, entre guillemets, ne vous mettent à l'abri de rien. Absolument de rien. C'est un entretien constant, c'est une vigilance constante et aussi comprendre pourquoi. Parce que nécessairement, si vous êtes exposé à ce genre de situation, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Ce n'est pas pour vous nuire fondamentalement, c'est pour vous dire ou pour attirer votre attention sur quelque chose en disant, bah tu vois, t'es plein de bonnes énergies, mets-les à contribution vers ceux qui en ont le plus besoin. Et forcément, ceux qui en ont le plus besoin, c'est pas les défunts qui vont bien. Hein. Pareil. Et pareil, si vous êtes quelqu'un d'assez élevé spirituellement, vous allez déranger ce qu'on appelle ce que j'appelle le côté obscur de la force, et du coup, on va dire, ah là, celle-là, elle est un peu pénible, celui-là, il est un peu pénible, parce qu'il vient en aide à tout le monde, on va lui mettre un petit peu les bâtons dans les roues. Voilà. Donc, je vous invite à regarder les vidéos passeurs d'âme, Ortiz, et ainsi de suite, et vous comprendrez mieux le propos. Donc, le soin énergétique n'est pas une option. Ça, c'est ce que j'expliquais aussi avec la sortie astrale, le voyage astral. Comme vous vous lavez le matin ou le soir avant de vous mettre au lit, vos énergies ont besoin d'être nettoyées aussi. Donc un petit soin de temps en temps, se faire tout beau tout net, se décrasser. Ne serait-ce, alors on ne pense pas uniquement qu'aux spirituels, aux défunts ou aux entités. Il faut aussi penser à sa journée. C'est-à-dire que si vous avez une journée super stressante avec des gens pas commodes, bah ces gens-là vous encrassent aussi vos énergies. Donc voilà, donc un petit soin, ça ne nuit jamais. Alors ensuite, euh, Carmen qui me demande est-ce que les bébés peuvent voir leurs guides, les défunts qui passent? Ben oui, parce que c'est de là que vient la jolie expression les enfants sourient aux anges. Et c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que la connexion des enfants avec le monde invisible, en tout cas cette conscience qu'ils en ont, perdure de 0 jusqu'à environ 6-7 ans, puisque 7 ans c'est l'âge de raison. Donc un enfant tout petit peut effectivement, sans être médium pour autant, attention, ne faisons pas d'amalgame malheureux pour l'enfant en disant oh là là, il voit les défunts, il voit les énergies, c'est un médium en herbe, pas du tout. C'est un enfant tout à fait normal qui, comme tous les enfants, est réceptif à ce qui l'entoure, de l'ordre de l'invisible, de l'ordre du spirituel, de l'ordre de l'énergétique, et avec le temps, comme il va s'éloigner avec l'âge de cette connexion qu'il a avec le monde invisible, va se normaliser entre guillemets. Et l'enfant médium, c'est celui qui, au-delà des 7 ans, continue à voir ce monde et à interagir avec lui. Il est là, l'enfant médium.
Mais entre 0 et 7, c'est commun. C'est tout à fait commun et tout à fait normal. Ensuite, Stéphane qui demande: est-ce problématique d'avoir plein de défunts autour de nous? Sont-ils là pour nous aider, nous tirer de l'énergie, et pourquoi les attire-t-on? Alors pourquoi les attire-t-on? J'ai déjà répondu avec les précédentes vidéos. Également voir au niveau du passage d'âme et des passeurs d'âme, donc ça peut être intéressant. Et après, est-ce que c'est problématique? Problématique non, parce qu'au final, les passants sont toujours autour de nous, tout le temps. Les personnes n'en ont pas conscience, les médiums en ont conscience. Est-ce que tous demandent de l'aide? Non, assurément pas, certains ne font que passer. Est-ce qu'ils nous tirent de l'énergie? Dès lors qu'ils vous portent de l'attention et qu'ils commencent un petit peu à être curieux de ce que vous êtes, oui, malheureusement, ils vous pompent un peu de l'énergie. Après, votre aura se charge de rééquilibrer cette perte d'énergie. Donc votre aura se charge de rééquilibrer tout ça, de réparer ce qui ne va pas et ainsi de suite. Là où ça devient, on va dire, problématique, c'est que si vous avez des présences perturbatrices constantes autour de vous, et elle est là la nuance. Si vous avez des défunts lambda, j'allais dire, c'est normal, on est dans la norme. C'est comme quand vous sortez dans la rue, vous croisez des gens, et ces gens-là ne vous portent pas du tort. Par contre, si vous vous baladez, on va dire, dans un endroit, je sais pas moi, rempli de personnes qui sont malades, au bout d'un moment, vous allez choper un rhume vous aussi. C'est là le problème. C'est-à-dire que si vous êtes en présence d'esprits perturbateurs, paumés, malsains, là oui, ça peut devenir un problème. Et dans ce cas-là, il s'agit d'une hantise personnelle ou hantise liée au lieu ou à la condition de votre travail, et ainsi de suite. Donc je vous renverrai sur ces vidéos. Alors ensuite, qu'est-ce que j'avais d'autre comme question? Sandrine, savoir et comprendre un décès suite à un accident domestique, un accident de la route, est-ce qu'il est déjà prévu avant même l'incarnation ou pas forcément? Euh, Tous les décès sont prévus. Le seul décès qui ne soit pas prévu, c'est le départ volontaire, ce qu'on appelle le suicide. Ça, par contre, c'est quelque chose, donc vous regarderez la vidéo sur le suicide et l'après. C'est le seul cas qui, malheureusement, relève un petit peu du défi de vie, dans le sens où il ne faut pas passer à l'acte. Mais sinon, après, toutes les causes de décès, quelles qu'elles soient, et même les morts accidentelles, sont prévues déjà par l'astral et déjà consenties par l'âme. Élodie, comment se passe le partenariat avec un médium défunt? Bah, c'est une aide, c'est-à-dire que euh, le médium peut avoir du coup une compréhension là aussi, donc il y a nécessairement, il peut venir en guidance, hein, en tant que guide familier, mais qui va être formateur pour ta propre médiumnité. Donc du coup, il vient secourir, il vient assister, il vient former, expliquer. Il est plus dans cet ordre d'idée-là. Si tu en ressens la présence comme un partenariat, le terme est bien choisi, c'est que justement cette personne s'est mise en tant que guide familier auprès de toi, mais sur un plan spirituel énergétique qui est la médiumnité. S'il y a une facilité à communiquer avec, que ce soit par le biais de la pensée, ne pas hésiter à y faire appel. Si la communication par la pensée n'est pas assez évidente, lui demander d'envoyer des signes, ainsi de suite. Et en tout cas, lui travaille ou elle travaille de l'autre côté à ta formation. Elle vient participer à ta formation de manière concrète et soutenue. Florence. Voilà, parfois le soir, juste avant de m'endormir, lorsque mes paupières sont closes, je vois des visages qui s'impriment, un petit peu comme des pellicules photos. J'aimerais une explication si vous en avez une. Alors, il s'agit justement du décrochage, on va dire, entre le mental et le spirituel. C'est-à-dire que comme vous êtes disponible et que le mental est relâché, parce que c'est un état de sérénité, un état de décrochage avec le monde réel qui vous entoure, vous n'êtes plus
occupé ni préoccupé par le monde réel, le quotidien et tout ça. Vous êtes déjà en partance vers d'autres plans par le biais du sommeil. Donc là aussi pareil, retour sur la vidéo qui s'appelle la sortie astrale, qui est beaucoup plus détaillée que ce que je vais vous répondre là. De ce fait-là, forcément, vous avez une ouverture d'esprit, une sensibilité qui fait que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas seul et que vous êtes entouré. Et ces visages, là aussi pareil, c'est un peu comme les passants, s'étonnent ou viennent à votre rencontre de manière spontanée, se présentent et repartent aussi vite parce qu'ils attendent rien de particulier. C'est juste pour signifier, ah bah tiens, voilà, nous on est de l'autre côté du voile et tu en prends conscience. Ça ça se limite et ça s'explique comme ça. Alors Delphes, ma question, peut-on faire une sorte d'expérience d'EMI pendant notre sommeil avec un souvenir de sensation de réalité, passage dans le tunnel, comme une sortie astrale, mais pas tout à fait pareil. Alors oui, tout à fait. Alors dans la littérature, dans les figures de style, le sommeil est appelé la petite mort. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien que le sommeil est appelé la petite mort. Et là, encore de nouveau, je vous renvoie sur la vidéo sur la projection astrale qui vous explique amplement ce phénomène-là de sentiment de partir. Et excusez-moi, si, si mon ressenti est juste vous concernant par rapport à la lecture de ce que vous venez de dire, normalement, vous devriez voir ce que j'appelle moi le conseil astral, c'est-à-dire être invité dans une salle particulière avec une ambiance très solennelle, avec des personnes que vous ne connaissez pas, qui imposent le respect, qui sont d'une neutralité absolue et qui sont même déconcertantes parce qu'on a l'impression d'avoir quelque chose de colossal en face de soi, quelque chose de très important qui nous dépasse totalement, qui n'est pas de l'ordre de la guidance, c'est bien au-dessus encore au niveau de l'intensité. Donc ce n'est pas impossible que vous ayez même été convié ou invité ou convoqué même dans ce que j'appelle le conseil astral. Euh, donc je vous invite à voir la vidéo sur la sortie astrale. Et oui, c'est vraiment, c'est une prise de conscience en fait. La façon dont vous le décrivez, c'est une prise de conscience de, de cette dissociation entre l'esprit et le corps physique. C'est une prise de conscience que vous pouvez vivre effectivement comme une EMI, qui n'en est pas une, bien évidemment, mais qui en a la saveur, en tout cas. Parce que vous n'êtes pas dans un problème physiologique, le corps humain va très bien. C'est juste que vous avez conscience qu'il y a une dissociation qui existe et qui est réelle entre l'esprit et le corps physique. Donc un petit retour sur la vidéo La sortie astrale que vous retrouverez sur ma playlist sur YouTube, à Inès Len Medium. Sandrine, j'ai l'impression que quand on parle d'entité, on a tendance à dire qu'elle apporte de mauvaises influences, peur, doute, qu'elle prend de l'énergie. Alors, est-ce qu'il y en a des positifs dans les entités? Pouvez-vous parler des entités et de leur nature? Tout simplement, hein, les entités positives, ce sont vos guides spirituels, ou ce que vous appelez anges, puisque le terme entité, c'est uniquement pour désigner un être spirituel pur qui n'a jamais connu l'incarnation terrestre. Donc ça, c'est tout l'astral au final, c'est-à-dire ouais, donc les guides spirituels, de l'ordre de l'inhumain. Voilà, le terme entité, ça veut dire de l'ordre de l'inhumain, de l'incréé, c'est-à-dire que c'est une émanation pure de la source créatrice. C'est une extension de cette source, ça n'a pas été créé par elle, c'est une émanation d'elle. Et c'est quelque chose d'inhumain absolument et fondamentalement. Donc, il n'y a pas que du mauvais là-dedans, puisque les guides spirituels en sont le plus bel exemple et ils sont là pour vous accompagner. Et après, vous avez sur un plan beaucoup plus terrestre ce qu'on appelle les élémentaux, ce que les gens vont appeler les esprits de la nature ou les esprits des éléments, qui sont en fait des vibrations énergétiques sur un plan terrestre. Donc, ce qu'on appelle les élémentaux, certains élémentaux sont aussi des entités à part entière et contribuent aussi à l'équilibre énergétique et aux interactions entre le monde de la nature et le monde du vivant, c'est-à-dire le monde animal et ainsi de suite. Voilà, donc ce sont divers registres.
Cindy. Alors bonjour Inès, qu'est-ce que la Kundalini exactement? Alors la Kundalini exactement, c'est la moelle épinière. C'est la moelle épinière, c'est la colonne vertébrale. Et en fait, quand on y regarde, c'est simple comme chou. C'est la ligne qui fait tout le circuit des chakras. Puisque quand vous regardez une représentation des chakras, vous avez un alignement parfait au niveau des 7 chakras. Et bizarrement, cet alignement parfait des 7 chakras correspond à votre moelle épinière, ni plus ni moins. Et donc, en fait, c'est le flux énergétique qui circule tout le long de votre colonne, de votre colonne vertébrale, euh, tout le long de ces chakras. Donc, c'est ce qui met en lien la conscience incarnée, c'est-à-dire vous, en tant qu'être humain, la conscience mentale, la conscience analytique, et la conscience spirituelle et la conscience énergétique. Voilà, c'est ce qui rassemble tous les corps éthériques, physiques, éthériques, mental, dit-on, émotionnel. Si j'en oublie, pardon, parce que je ne suis pas très au fait des différents corps, puisque moi j'envisage tout dans une globalité tout le temps. Et en fait, c'est cet ensemble, la Kundalini est le point relais, tout ce qui est relais, le fil conducteur entre tout ça. Comment, alors, comment fait-on pour faire un soin à distance et que la personne ressent cette énergie ou la Kundalini tout en étant au téléphone? Alors, là, donc, du coup, la réponse est en lien avec les chakras. C'est-à-dire que, du coup, quand vous travaillez sur l'énergétique, forcément, à un moment ou à un autre, par un moyen ou par un autre, vous touchez au chakra. Donc, dès lors que vous touchez au chakra, vous allez faire un petit peu teinter la cloche de la colonne vertébrale et du coup la personne peut ressentir une décharge, une chaleur énergétique ou électrique tout le long de la colonne vertébrale, de la moelle épinière et du coup ça lui fait comme des décharges de la chaleur qui irradie le corps. Donc ça revient à ça. Et comment est-ce que c'est possible tout en étant au téléphone? Eh bien tout simplement parce qu'on est fait d'énergie et que la matière n'a pas vraiment d'importance au final. Alors ça en a, mais le pouvoir de l'esprit sur la matière, c'est pas une légende urbaine pour le coup, et c'est quelque chose qui fait qu'à distance ou même par téléphone, par la vibration de votre voix, par les intentions, par la projection de votre aura, c'est-à-dire de votre propre flux énergétique qui soigne la personne à distance, ça traverse l'espace et du coup ça arrive à destination sur cette personne et cette personne ressent les bienfaits même à distance. Vous avez par exemple des coupeurs de feu qui travaillent dans les hôpitaux et certains coupeurs de feu travaillent même à distance sur des personnes brûlées. Vous avez après de manière beaucoup plus commune des magnétiseurs qui travailleront à distance sur photo, par téléphone et ainsi de suite. Ensuite, voyons voir. Fanny Olive. Bonjour, j'aimerais savoir pour les personnes médiums qui ne souhaitent pas développer leur médiumnité, sont-elles obligées de l'accepter pour ne plus être embêtées? Ma réponse est oui. Ma réponse est oui, clairement. C'est-à-dire, vous êtes en droit de dire non, mais vous ne pouvez pas renier ce que vous êtes. C'est là la nuance. C'est-à-dire que du coup, vous acceptez pleinement, vous dites voilà, ça fait partie de moi, j'en ai pleinement conscience, je le vis, je le vois, je le ressens, mais je n'ai pas envie de contribuer à ça, je n'ai pas envie de le mettre en pratique pour des raisons qui me sont personnelles. Et de l'autre côté, ils doivent le comprendre. Mais, c'est ce que j'expliquais à la dame de ce matin, c'est rigolo comme quoi tout est lié. Il ne faut pas leur en vouloir, et c'est de bonne guerre, d'être insistant auprès de vous. Puisque vous avez ce talent-là, cette faculté-là, cette prédisposition qui est mise en vous, c'est un petit peu gâché de ne rien en faire. Et de l'autre côté, ils le prennent comme ça, en disant, bah, c'est dommage, parce qu'il y a ça qui est en toi, qui est placé en toi. Tu le retiens, tu le refoules, tu le rejettes par crainte, par blocage, peut-être par sensation que du coup tu vas être submergé par ça, c'est dommage. Et nous, on essaie de t'expliquer que oui, tu as ta place dans ce schéma, oui, il y a quelque chose à faire, et oui, ça va t'apporter aussi quelque chose. Il n'y a pas que
que des désavantages à être médium. Donc forcément, eux, ces de bonne guerre, vont être en droit de vous solliciter s'ils voient le potentiel qui est en vous, que vous en êtes capable, tout simplement. Et vous, vous êtes en droit de dire, bah non, je sais ce que je suis, mais je n'ai pas envie de m'y mettre pour une raison X ou Y qui est souvent liée à la peur et au blocage. Alors pourquoi force-t-on à être médium si on ne le veut pas? Alors on vous force pas à être médium parce que vous l'êtes. On peut vous forcer à pratiquer votre médiumnité. Et si vous ne le voulez pas, il faut se demander pourquoi vous ne le voulez pas. À quel niveau ça bloque? Pourquoi ça bloque? Euh, alors, le fait de forcer, il n'est pas réel. C'est plus qu'on est insistant. C'est-à-dire que ce ne sont pas toujours les mêmes défunts qui viennent vous voir, ce sont toujours des nouveaux. Donc, ceux qui n'ont pas trouvé, ou plutôt ceux qui ont trouvé porte close en venant vous voir, sont partis ailleurs, ont progressé autrement ou ont eu affaire à d'autres médiums. Et d'autres après, de nouveaux défunts, de nouveaux esprits, viennent à votre rencontre pour vous solliciter. Donc ce n'est pas tellement une question de on vous force, c'est juste qu'ils insistent. C'est pas pareil. Forcer, ça veut dire qu'en fait c'est toujours les mêmes qui viennent constamment depuis X semaines, X mois, X années. C'est pas ça. C'est certains ont trouvé porte close, ils sont partis et d'autres viennent. Donc voilà, c'est plus ce système-là qu'il faudrait le comprendre. Et il faut vraiment voir pour quelles raisons vous ne souhaitez pas le faire, le pratiquer ou même y prêter attention, ne serait-ce que ça. Le fait de leur prêter attention peut les calmer, hein, tout simplement. Mais voilà, il faudrait voir parce que là, c'est plus de l'ordre du personnel et du vécu et de l'expérience personnelle que ça se joue. Sandrine, les médiums ont toujours existé. Ouais, c'est vrai. Avant, on appelait ça des chamans, des druides, des prophétesses, des devins, oui, ça a toujours existé, hein, des illuminés même. Non, je suis méchante. Mais oui, les médiums ont toujours existé, ça c'est sûr. Mais dans le futur, est-ce qu'ils vont être de plus en plus nombreux? Alors, c'est très amusant au final, cette question, parce que j'allais dire la bêtise est la suivante. La bêtise, c'est que là, on est en train de vendre aux gens l'idée qu'il y a de plus en plus de médiums qui se révèlent, qui sont déclenchés. C'est absolument faux. Il n'y en a pas plus qu'avant. Enfin, pour moi. Ce qui se passe, c'est qu'avec de l'heure Internet, l'heure des réseaux sociaux, il y a plus de coming out. C'est différent. Parce qu'avant, on était tous dans notre petite grotte. Bon, la première, hein. J'aurais eu Internet quand j'avais 14 ans, j'aurais été super contente et ça m'aurait vachement rassurée. Euh, c'est voilà, c'est avec ce monde interconnectés, réseaux sociaux, groupes de parole, que du coup, il y en a qui se disent, ah mais moi je suis médium, moi je suis médium, moi je suis médium. Et du coup, on a l'impression qu'il y en a de plus en plus, alors que pas du tout. C'est juste qu'on en prend conscience en disant, ah ben en fait, je suis pas la seule ou le seul à être médium. On n'est pas une communauté restreinte, il y en a tout plein autour de nous. Mais est-ce qu'on est plus nombreux? Moi, pour moi, ma réponse est non. Parce que si on visait justement cette idée qui m'insupporte au plus haut point de on est tous médiums et on est tous destinés à l'être, euh, j'allais presque dire, voilà, on est décroché des réalités, quoi. Parce qu'il faut de tout pour faire un monde. On n'est pas tous appelés à être spirituels ou quoi. Ce n'est pas une nécessité, ce n'est pas un objectif en soi. Par contre, le fait d'être un peu plus ouvert sur ce qui nous entoure, oui, là, c'est un objectif en soi. C'est-à-dire être moins reclus, un peu moins replié sur soi-même, être plus dans l'idée d'altruisme, d'écoute des autres, de comprendre qu'il y a des autres autour de nous et qu'on compose avec les autres. C'est-à-dire qu'on travaille avec les autres et on est dans l'interaction avec les autres. Là est l'utilité du truc. Mais faut-il être médium pour le faire et s'en rendre compte? Si tel est le cas, je dirais c'est bien triste. C'est bien triste parce que s'il faut attendre un éveil spirituel pour se dire punaise, j'ai envie d'être ouvert sur le monde, c'est dommage. On passe à côté de quelque chose de très grave qui s'appelle l'humanité et l'altruisme. Ça serait dommage. Donc, est-ce qu'il y a plus de médiums qu'avant? Pour moi, non, clairement. C'est juste qu'on s'affiche un peu plus, on le présente un peu plus, on a ce réseau de discussion qui s'ouvre et du coup, on se sent beaucoup moins seul et on a l'impression qu'on est nombreux. Mais c'est, c'est un trompe-l'œil, on va dire. C'est un trompe-l'œil à ce niveau-là.
Donc on n'est pas plus nombreux, on se rend compte, voilà, qu'on n'est pas tout seul. Et la nuance. Hélène. Alors je me dépêche un petit peu parce que sinon après ça va être trop long. Hélène, peut-on être médium sans le savoir? Non. Sans ressenti? Non. Je suis catégorique, hein, je suis pénible, hein. Je suis pénible. Je veux dire, les gens qui se disent je crois que je suis médium, je suis en train de devenir médium, c'est parce qu'à la base, ils ont un parcours qui fait que ça a tilté chez eux qu'il y avait quelque chose de différent. Mais est-ce qu'on peut être médium sans ressenti? Ça, c'est clair que non. Est-ce qu'on peut jamais déclarer sa médiumnité? Euh, donc, du coup, je réponds toujours pareil, c'est si vous êtes médium, vous savez que vous l'êtes. Clairement, ça peut pas passer inaperçu. Je vais prendre un exemple qui, j'espère, non, je vais pas prendre cet exemple parce que ça va choquer quelques-uns. Donc, je vais changer d'exemple. Euh, c'est un peu comme si vous sortiez tout nu de chez vous et qu'il y a quelqu'un qui vous dit, mais tu sais que t'es tout nu? Non, purée, c'est vrai, je suis tout nu. Enfin, je m'étais même pas aperçu, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. La médiumnité, c'est quelque chose qui est latent chez une personne, je suis d'accord. Mais il y a tout un parcours, toute une histoire qui fait que cette personne, quand elle se dit punaise, il y a quelque chose de différent chez moi. Ah, bah, ça s'appelle la médiumnité. Donc, je suis médium et je vais comprendre pour développer ça et amplifier ça. Oui. Mais quelqu'un qui dit, je viens de découvrir que je suis médium, dans l'absolu, ça n'existe pas. Sauf, sauf quand vous avez des gens qui font des expériences de mort imminente et qui après reviennent changer. Voilà, ça, c'est, voilà, on va dire, c'est, il y a quelques exceptions qui viennent confirmer la règle, malheureusement, mais voilà, c'est quelque chose qui ne vous tombe pas dessus par hasard. Ou bien dans l'autre cas, le fait d'avoir des ressentis et une médiumnité, est-ce que ça veut dire que forcément la médiumnité va venir un jour ou l'autre? De nouveau, si vous voyez des défunts, voilà, si vous les voyez, point barre, vous êtes médium. C'est évident. Le fait d'avoir des ressentis ne fait pas le médium non plus. On peut être très intuitif, avoir de bons ressentis et pas être médium pour autant. Donc là, je vous renvoie pareil sur la vidéo qui s'appelle Les passeurs d'âme. Les passeurs d'âme, c'est une vidéo qui dure 12 minutes. Donc on peut tenir sur 12 minutes et qui explique pourquoi les passeurs d'âme existent et que les passeurs d'âme sont nécessairement des médiums. Et je explique pourquoi les médiums, il y en a. Donc là, pareil, le fait d'avoir de l'intuition, le fait d'avoir des ressentis ne fait pas le médium. Vous êtes quelqu'un d'intuitif ou ce que j'appelle des sensitifs. Mais le fait d'être sensitif ne vous prédispose pas à être médium ou à le devenir. C'est dans le sens où est-ce que ça va vraiment prendre de l'ampleur dans ma vie? Ça, moi je dirais, je n'en sais rien. Mais à la base, un sensitif, un intuitif, quelqu'un qui fait des ressentis, on ne peut pas dire de lui, tu es médium. Tu es quelqu'un qui a des ressentis, qui est intuitif, qui est sensitif, oui, mais ce n'est pas pour ça. Un médium se définit par la capacité d'interagir avec le monde de l'invisible. Si vous n'êtes pas en phase avec ce monde de l'invisible, si vous ne pouvez pas interagir, ne serait-ce que voir des défunts ou avoir une visualisation mentale d'un défunt, ou s'il y a rien, s'il y a rien de plus probant pour vous-même, hein, forcément la médiumnité, elle est pas actée pour moi, elle n'est pas actée. Donc là, je sais que je vais en fâcher quelques-uns en disant que certains vont vous soutenir, tout le monde est médium, tout le monde est destiné à le devenir. Moi, je dirais, mais waouh, c'est un miroir aux alouettes, quoi. Et ça peut causer pas mal de dégâts. Donc ça, j'en parle souvent dans mes vidéos à maintes reprises. Et j'en parle aussi dans mon livre La médiumnité et vous. Et d'ailleurs, le livre La médiumnité et vous, disponible sur Amazon.fr, le premier chapitre qui peut être lu gratuitement en feuilletant, donc c'est simple, vous allez sur le site Amazon.fr, vous cherchez Inès Laine, La médiumnité et vous, ou même simplement par Inès Laine, vous allez trouver mon bouquin. En cliquant sur la couverture du livre, vous pouvez lire tout le premier chapitre et vous voyez exactement ce que moi j'entends par le terme médium. Et comme ça, en même temps, vous voyez si ou non c'est raccord avec vous. Et après, vous verrez le sommaire. Et si ça vous intéresse, achetez le livre. Et si au contraire vous dites ah bah je suis pas du tout raccord avec ce qu'a dit la dame, et ben vous passez votre chemin, tout simplement. Euh,
Alors, Sandrine, est-ce qu'il existe des techniques pour faire un voyage astral? Faut-il simplement demander à son ou à ses guides spirituels? Je vous renvoie sur la vidéo La sortie astrale, disponible sur YouTube à Ines Len Medium. Christophe, quelle est la bonne méthode? Ah, on arrive presque à la fin, on va y arriver. Excusez-moi, mais c'est vrai que là, ça fait un petit moment qu'on y est. Alors, on est avec Christophe qui demande quelle est la bonne méthode pour se protéger avant de communiquer avec l'au-delà? La meilleure méthode, c'est le mental, bizarrement. C'est-à-dire que si vous vous placez en cible potentielle d'une attaque, déjà, c'est un peu mal parti. Parce que de l'autre côté, ils vont se dire, oh là là, ça y est, il s'est conditionné dans l'idée qu'il va lui arriver que des tuiles, donc on peut y aller, puisqu'il a ouvert la porte. Il est parti dans cette idée de, si je commence à partir là-dedans, je vais m'attirer toutes les foudres du monde. Bah, de l'autre côté, on se dit, bah, tiens, s'il est déjà parti dans cette optique-là, on peut y aller tranquille. Ensuite, le mental, c'est aussi le fait de faire preuve de discernement pour beaucoup, dans le sens de je reste humble dans le travail que je fais, dans l'idée que eux, quels qu'ils soient de l'autre côté, eux plus grands que moi, même le plus misérable, j'allais dire, si on prend un défunt qui est vraiment au plus bas de l'échelle du bas astral, c'est-à-dire vraiment le cas, on va dire, un pervers sadique, meurtrier, récidiviste, vraiment voilà, le plus tordu des tordus, même lui qui est tout petit, tout au bas, tout en bas de l'échelle du bas astral, qui a du chemin à faire remonter, et ben même lui, il vous est supérieur, nécessairement. Quel que soit votre taux vibratoire, vos convictions ou quoi, nécessairement, n'importe quel être spirituel et énergétique est supérieur à l'être humain, à l'incarné. Ça, c'est la base. Donc, dès lors que vous partez dans cette idée de respect par rapport à ce à quoi vous pouvez être confronté, déjà, eux vont être courtois aussi avec vous. Après, vous avez bien sûr les rituels de protection que vous pouvez trouver en long, en large et en travers dans les livres, sur les YouTube, dans les autres groupes de médiumnité. Vous avez la prière avec la prière, les intentions, le sel béni, les pierres de protection, la pâte de lapin, comme je dis, pauvre lapin. Voilà, vous pouvez prendre beaucoup de choses et ritualiser votre protection si vous le souhaitez. Mais avant tout, la base la plus saine que vous pouvez avoir en protection, c'est votre mental. Et moi, pour ma part, j'ajoute aussi ça, et je pense que c'est ce que tout le monde doit faire ou fait déjà, c'est cette idée que vous vous en remettez toujours à des autorités supérieures, à quelque chose de bien plus haut que tout ça. On peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler la source, on peut l'appeler l'univers, on peut l'appeler comme vous voulez. Et cette autorité-là fait loi. C'est-à-dire que tout ce qui est en dessous dépend d'elle nécessairement, et du coup, vous vous en remettez à elle en disant, bah, tout simplement que vous vous en remettez vraiment à elle, et qu'elle vous protège, et qu'elle vous invite à dire le juste, c'est-à-dire le vrai, le juste, quelque chose de sincère, de travailler dans la sincérité, dans l'humilité, toujours. Donc si vous partez déjà avec ce mental-là, j'essaierai de faire une vidéo traitant des protections, en sachant que moi-même, je ne me protège pas, dans le sens où je n'ai pas de rituel de protection, je n'ai pas de pierre de protection, euh, parce que tout est basé déjà sur un état psychologique, un conditionnement psychologique, et la foi que vous pouvez porter envers cette source, cet univers, Dieu, ou ce que vous voulez, ou vos guides, ou même vos proches aussi qui sont partis de l'autre côté et qui peuvent vous aider. Vous vous en remettez à eux pour former votre protection. Et après, bien entendu, il faut veiller à sa bonne santé énergétique aussi, sa bonne santé énergétique, dans le sens où les énergies, on en prend soin, on les renforce, on les nettoie, on les purifie. Voilà, c'est une hygiène de vie et c'est une hygiène aussi énergétique à avoir. Donc c'est moi ce que je fais depuis toujours parce que tout simplement, comme j'ai coutume de le dire sur d'autres vidéos, de mon temps, quand j'étais toute petite, la notion de protection, je ne la connaissais même pas puisque j'étais enfant quand j'ai grandi médium. Donc ce sont des choses que je n'ai pas conscientisé la nécessité d'être protégée, enfin d'être protégée dans le sens de devoir ritualiser mes protections. J'ai grandi comme ça. Donc, du coup, c'est le mental et le psychisme, la force de caractère aussi qui ont pris le dessus par rapport à ça. Et, euh, et ça fait pour beaucoup. Hein. De nouveau, avec cette notion de l'intention fait beaucoup, c'est clair que l'intention fait beaucoup.
Donc vous pouvez ritualiser, c'est pas un tort, ça vous ne fera jamais de mal. Et après, en même temps, si vous ritualisez beaucoup et qu'à côté de ça, vous avez toujours l'impression d'être une cible vivante à tous les tracas de l'astral, ça marchera pas. J'en parle également dans mon livre par rapport aux protections. Peut-on voir une aura? Donc ça, c'est Stéphane qui demande. Peut-on voir une aura sur une photo? Pouvez-vous m'expliquer votre méthode? Alors, c'est exactement comme le ressenti photo. Donc ça, je vous renvoie sur ma chaîne YouTube. Et en fait, moi, l'aura, oui, on peut la voir sur une photo. Mais c'est par la vision, ce qu'on appelle le troisième œil. C'est-à-dire que concrètement, vous avez une visualisation de l'aura à travers la photo de la personne. Comment est-ce que je fais? Euh, je dirais, je ne pourrais pas l'expliquer parce que je ne sais pas. Ça s'est imposé à moi quand je faisais de la voyance à l'époque, donc j'étais jeune, et je faisais que de la voyance sur photo. Et petit à petit, je voyais des reflets de couleurs, un peu comme un arc-en-ciel, et puis qui se positionnaient tout autour des gens. Et je trouvais ça assez super joli. Et à l'époque, donc, j'étais sur un groupe privé, des groupes de discussion privés. J'ai dit, ben voilà, je vois des couleurs sur les photos, qu'est-ce que c'est, à quoi ça correspond? Et ça, j'en voyais déjà de manière fortuite et vraiment aléatoire avec les gens que je rencontrais dans la rue ou dans ma famille ou même avec les animaux de compagnie. Et je me disais, mais voilà, qu'est-ce que c'est en fait? Qu'est-ce que c'est que je vois? Et les gens m'ont dit, c'est l'aura. Ah, ben c'est super joli. Mais après vous dire, est-ce qu'il y a une méthode? Je vous dirais là aussi, il ne faut pas regarder la personne sur la photo, mais regarder tout autour d'elle et partez peut-être dans cette idée, donc pour vous donner un commencement, pour une méthode que vous pourrez après peaufiner pour vous-même et suivant votre propre sensibilité. Partez dans l'idée comme si vous entouriez déjà par visualisation la personne d'un brouillard. Vous visualisez un brouillard et intérieurement vous vous demandez. Et donc en visualisant cette brume, ce brouillard tout autour de la personne, vous demandez, c'est pas vous qui créez les choses, vous demandez quelles sont les couleurs que l'on peut mettre par endroit, quelles sont les touches de couleurs que l'on peut mettre par endroit sur cette personne. Et après, là, pareil, donc vous allez commencer à avoir des volutes de teintes ou des couleurs franches qui vont se dessiner tout autour de la personne. Et après, à charge pour vous de les noter et de comprendre la signification de chaque teinte en sachant que là aussi, les nuances au niveau de l'aura sont très compliquées à déceler puisqu'on ne parle pas d'une seule couleur d'aura, mais il y en a plusieurs. Une question de Audrey. La méditation est-elle un bon support ou une aide pour la médiumnité? La méditation ne fait pas de mal, hein. Ça, j'avais parlé donc au tout début de la première vidéo. C'est une reconnexion à soi, c'est un apaisement. Donc le fait d'être apaisé et disponible, de se rendre disponible, euh, stimule, accompagne la médiumnité. Ça, ça focalise l'attention sur toute autre chose. Donc forcément, ça ne peut être que bénéfique. Et, euh, et j'en parle aussi dans mon livre par rapport à la méditation, l'intérêt que peut avoir la méditation et comment ça fonctionne même au niveau neurologique, psychologique de la personne. Qu'est-ce que ça joue au niveau de la perception, la façon, le rapport dans lequel on se met avec sa médiumnité par rapport à son éveil et tout. Il y a un intérêt à la méditation. Après, ce n'est pas le passage obligé pour bien vivre sa médiumnité ou pour l'amplifier. Toujours pareil dans cette idée que moi je n'arrive pas à méditer, j'ai essayé hein, juste pour voir comment ça faisait et à chaque fois je m'endors. Donc je n'y arrive pas. Peut-être que je me détends trop, peut-être, allez savoir, mais je n'y arrive pas. Donc c'est pas mon credo. Je préfère je préfère danser ou chanter à fond, écouter mes playlists et tout ça. C'est plus stimulant pour moi ou avoir une musique d'ambiance assez douce pour travailler. Plutôt que de faire la méditation avant de faire un travail. Je suis plus dans cette optique-là.
Mais oui, clairement, ça reste un bon support et une aide pour la médiumnité. Assurément, ça reste un bon support, même si ce n'est pas le passage obligé pour y arriver. Et enfin, la dernière question, donc pour Laura. En tant que clairaudient débutant, est-ce normal de ne pas entendre des défunts discuter entre eux? Alors c'est là aussi pareil au niveau de la clairaudience. Si vous La clairaudience est quelque chose, j'allais dire, qui fonctionne soit de manière aléatoire, soit à bon escient. Je reviens sur cet exemple que j'avais donné quand vous êtes immergé dans une foule, vous n'êtes pas tenu de participer ou d'écouter les conversations qu'ont les gens autour de vous, comme quand vous êtes attablé dans à la terrasse d'un café par exemple. Vous avez une discussion avec quelqu'un qui est en face, on va dire c'est le défunt, vous n'écoutez que ce défunt-là. Les autres à côté qui parlent, attablés à côté de vous, vous n'êtes pas supposé écouter ce qu'ils racontent, alors qu'ils parlent entre eux. Donc c'est peut-être aussi un devoir de discrétion. Pareil, les défunts peuvent vous bloquer dans le sens où ce qu'ils racontent entre eux ne vous concerne pas ou n'a pas à être entendu, n'a pas à être porté à votre connaissance. Donc oui, le fait de ne pas entendre les défunts discuter entre eux, c'est tout à fait normal si eux l'ont décidé comme ça ou si vous, votre attention est portée sur toute autre chose. Là aussi pareil, c'est-à-dire que votre attention est focalisée sur autre chose qui vous distrait. Du coup, vous n'êtes pas disponible pour la clairaudience. Mais à la base, je pencherais plutôt sur cette idée que ça ne vous regarde pas, entre guillemets, donc du coup, vous n'avez pas à l'entendre, alors même que vous sentez qu'il y a du monde autour de vous. J'ai fait le tour de toutes vos questions qui étaient donc assez nombreuses. Je vous remercie beaucoup pour votre temps, pour votre présence et pour votre patience lors de cette foire aux questions. Et je vous retrouverai en septembre donc pour d'autres foires aux questions puisque j'en fais une par mois. Et je prépare pour très bientôt donc mes prochaines vidéos thématiques. Donc pour ne pas les manquer, je vous conseille de vous abonner à ma chaîne sur YouTube, d'enclencher un petit peu les notifications pour ne rien manquer. Et bien sûr, donc de participer soit sur mon groupe Facebook qui s'appelle La Médiumnité, Accompagnement et Formation, ou alors de me suivre aussi sur Instagram si vous le souhaitez. Vous retrouverez tous les liens juste en dessous de cette vidéo. Je vous remercie encore et je vous dis à très très bientôt. Bye bye!